C'est régulièrement que je reçois la question de quelle couleur tu utilises, quelles couleurs sont tes favorites, quelle est ta palette de couleurs, qu'est-ce que tu nous conseilles comme couleur. Vous l'aurez déjà compris en traînant sur les streams, j'utilise à 99% de la peinture AK pour plusieurs raisons. Sa couvrance, son homogénéité dans la gamme, sa qualité, sa résistance, le fait qu'elle soit polyvalente aussi bien à l'aéro qu'au pinceau, sa finesse de peinture, son séchage homogène qui a un rendu assez mat. Homogène, j'entends dans la gamme, c'est-à-dire que quelles que soient les couleurs que vous preniez dans la gamme, vous allez toujours avoir le même rendu final, un rendu légèrement mat, et toutes les peintures se comportent à peu près de la même manière, c'est-à-dire que vous allez avoir à peu près le même séchage, la même couvrance, quelle que soit la teinte. Il peut y avoir des petits écarts, mais ces écarts sont beaucoup moins importants que dans d'autres gammes. Donc c'est pour ça que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Je l'ai testé pendant une époque où Games Workshop ne nous livrait plus en peinture, donc quand j'ai eu besoin de peinture pour avancer quelques projets, je me suis retrouvé comme beaucoup confronté à des pénuries. AK, eux, pendant le confinement, ont continué à nous livrer, et c'est à ce moment-là qu'on a implanté la gamme, et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre un pot pour tester. J'ai pris quelques petits pots et j'ai commencé à peindre, et il s'est avéré que très rapidement, instinctivement, je reprenais plutôt les couleurs AK que les couleurs Citadel ou Valero ou autres que je pouvais avoir à l'époque. Au fur et à mesure, en une semaine, j'utilisais plus que les pots AK. Il y a un petit temps d'adaptation, parce que comme la peinture est plus fluide et plus couvrante au départ, il faut retrouver un petit peu ses marques. Parfois, on la dilue énormément, on pense faire un lavis, et en fait, c'est un aplat, puisque c'est très opaque et couvrant. Et puis, on s'aperçoit qu'on a moins besoin de la maltraiter que de la Games pour en sortir quelque chose de propre et de nickel. Voilà pourquoi la gamme AK. En termes de produits, j'utilise plusieurs choses. Les peintures AK 3G, qui sont vraiment la base de mon travail, de ma méthodologie. Les peintures Exodual, que j'aime beaucoup. J'ai pas toute la gamme, mais j'en utilise un petit peu régulièrement. Celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très couvrantes, elles sont dans des gros volumes, elles ont un rendu satiné, là où celles-ci ont un rendu mat. Elles passent très bien à l'aéro, elles sont un peu plus élastiques aussi, elles ont une capacité à se tendre, donc c'est des très bonnes peintures. Et je trouve le blanc, le fait qu'il soit légèrement satiné, il est un peu plus brillant que le blanc classique qu'on a dans la gamme 3G. Le noir, pareil, le fait qu'il soit satiné, il fait des ombres plus profondes qu'un noir mat. Le jaune, je l'aime bien parce qu'il est très couvrant, donc on a tout de suite un jaune qui marque bien, qui est intense. Le rouge, même raison, c'est deux couleurs qui sont plutôt difficiles à travailler, c'est des couleurs qui sont chaudes et assez claires, donc elles ont tendance à être assez transparentes et à peu couvrir les bases sur lesquelles on les applique. C'est pour ça que je les ai pris en Exodual, le fait que ces peintures soient encore un peu plus couvrantes que la normale, ça me permet de pouvoir travailler plus facilement ces deux couleurs-là. Le magenta, parce qu'il faut toujours du magenta, c'est ma couleur préférée, j'en ai deux pots, j'en ai un en AK 3G et un en Exodual. Les Deep Shade, c'est l'équivalent chez AK du médium contraste ou du médium pour les shades de chez Citadel. Je trouve qu'il fonctionne mieux, il est un peu plus épais à la base, mais il supporte très bien la dilution, donc on peut jongler un petit peu, soit avoir un produit très épais, soit avoir un produit plus fluide et plus fin, donc avec un petit peu de dilution, on peut jongler avec ça. Il a un rendu mat au séchage, ce qui est plutôt très intéressant, là où ceux de Games ont tendance à briller un petit peu, et il fait moins de taches, il a tendance à mieux tenir les pigments et à faire des transitions plus douces, un peu moins tachées. J'en ai deux déjà des tout prêts, parce qu'un des défauts de la gamme, c'est le fait qu'ils n'aient pas une variété de couleurs infinie, donc j'ai deux couleurs prêtes, le Reddish Fields que je vais utiliser pour les cuirs, la peau, il marche très très bien pour la peau, et le Pure Grime, qui est un espèce de mi-chemin entre la Graxor Shade et le Null Noil. Je dirais qu'il est quand même plus vers la Graxor Shade, c'est un brun foncé, donc un petit lavis passe-partout. Le médium, donc c'est le produit sans pigment à l'intérieur, sans aucune couleur, c'est le même produit sans la couleur, ce qui me permet avec les autres couleurs que j'ai sur ma palette de faire un petit mélange et de créer moi-même le shade ou le contraste que je souhaite. C'est un argument commercial par exemple que Games avait avec leur Lamia Medium ou leur contraste médium, qu'on pouvait créer nous-mêmes nos propres couleurs avec leur gamme de couleurs, mais pour ceux qui ont essayé, vous vous rendez vite compte que ça marche assez peu, c'est pas très efficace. Ici ça fonctionne vraiment bien, il faut juste trouver le bon ratio, le bon équilibre entre quantité et dilution. Donc à vous de faire un petit peu des petits tests. Moi en gros je vais utiliser une ou deux gouttes de Deep Shade Medium, vraiment une petite pointe de peinture, et je vais rediluer un petit peu avec soit de l'eau, soit un diluant acrylique. Ensuite je vais avoir des pots de shade, parce que ça reste un classique et c'est toujours très utile. Quand on a un petit truc à ombrer vite fait, un petit détail, une figurine qu'il faut peindre très vite, Agrax
Surshade et Null Noil, c'est des must-have. Les avoir sur un coin de présentoir, c'est toujours pratique. Bien penser à bien les mélanger avant de les utiliser. C'est souvent ça qui crée une brillance trop importante. Ensuite, j'ai 2 produits un peu plus exotiques. Alors, c'est de l'acrylique, hein, c'est pas de la peinture à l'huile. C'est le Dark Violet de chez Abteilung. C'est une acrylique ultra dense, ultra épaisse, mais aussi ultra pigmentée. Et c'est une couleur parfaite pour aller enrichir des ombres. C'est un violet très profond que j'aime beaucoup. Très mat aussi. Et pour finir, le Panel Liner, une énamel, un produit à l'alcool, qui est un petit peu l'ancêtre du Null Noil. C'est un produit en fait qui va venir couler et par capillarité se disperser dans le moindre petit interstice et permettre de faire un lining propre, nickel et précis. Donc voilà un petit peu les différentes gammes de peinture que j'ai sur mon établi. On va passer aux couleurs et je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi je sélectionne ces couleurs et qu'est-ce qui fait que j'ai celle-ci plutôt qu'une autre. Alors, déjà, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est une réponse que je fais parce que vous êtes nombreux à me dire c'est quoi tes couleurs favorites, qu'est-ce que tu utilises? Et je ressens derrière cette question un aspect je veux la même palette parce que c'est pour ça que tu peins bien. Non, vous pouvez demander à n'importe quel peintre, tout le monde, on aura tous des peintures différentes. Pourquoi? Parce que chaque peintre va avoir des affinités, des recettes perso, des petites astuces, ses petites préférences et puis un bagage visuel, une culture visuelle qui lui est propre et qui lui permet de travailler en fait dans certains tons, dans certaines couleurs parce que on a été bercé avec certains univers visuels avec lesquels on se sent plus proche, etc. Et tout ça, ça crée en fait un bagage, une bibliothèque visuelle qu'on stocke dans notre mémoire et qui nous aide à retravailler sur nos figurines. Donc c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder des images quand vous peignez quelque chose. Hésitez de peindre de tête si vous voulez peindre, je sais pas, un buisson, regardez des photos de buissons. Ne vous contentez pas d'essayer de refaire un verre de tête en vous disant un buisson c'est vert, alors je vais faire du vert. Un arbre, souvent on me demande comment tu peins du bois. Bah regardez du bois, vous allez voir que c'est rarement juste marron. Voilà, ça va du gris au beige en passant par différentes teintes. C'est pour ça qu'il faut se créer ce fameux bagage visuel. C'est important de l'alimenter avec des sources réelles pour pouvoir reproduire certaines textures, certains environnements, certaines couleurs, certaines luminosités, mais c'est aussi intéressant de l'enrichir avec des visuels créatifs, donc que ça soit de la BD, de l'anime, des films, des ambiances comme ça. Si vous regardez par exemple, je sais pas, des BD de Ledroit ou des illustrations de Frazetta, vous allez voir que vous n'avez pas les mêmes ambiances, pas les mêmes couleurs, pas le même travail de couleurs et de rendu. Pareil, si vous regardez un film de Zack Snyder ou un film d'Alain Chabat, vous n'allez pas avoir la même patte graphique, la même couleur, la même photo. Ça s'appelle la photo en cinéma. Quelle ambiance visuelle vous avez. Et donc tout ça, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez jouer pour jouer avec les codes de vos lecteurs, de vos spectateurs qui vont regarder vos figurines. Et tout ça, ça influence aussi le choix de vos couleurs et vos choix personnels. Moi par exemple, si vous regardez là sur ce côté de la palette, j'ai beaucoup de couleurs qui sont des ocres, des couleurs pâles, sable, etc. Si vous allez regarder du côté des illustrations de Frank Frazetta, qui est une de mes références visuelles que j'aime beaucoup, vous allez vous rendre compte que cette partie de la palette là, on la retrouve assez souvent. Et ça peut être quelque chose qui peut varier d'un peintre à l'autre. Donc ça, c'est pour vous dire que votre palette, elle peut changer. Elle peut changer aussi en fonction des projets que vous allez faire. Si vous êtes un fan d'ultramarine ou un fan d'orque, vous n'allez pas avoir les mêmes palettes parce que vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Certainement qu'un joueur ultramarine aura plus de variantes de bleu, de nuances de bleu, là où un peintre qui fait que des orques aura peut-être un peu plus de vert. Donc ça aussi, ça va influencer votre palette. Pour notre part au studio et pour ma part en particulier, on se doit d'être assez polyvalent et de pouvoir passer d'un schéma à un autre, d'une ambiance visuelle à une autre et de réussir à sortir différents rendus en fonction de ce que nous demandent nos clients et en fonction de quelle ambiance visuelle on veut donner à la figurine. Et vous l'avez certainement vu passer dans les projets qu'on peint, il y a plein d'ambiances différentes. Alors note pour Jérémy, c'est là qu'il faut mettre des petites images, tu vois, des exemples avec plein d'ambiances différentes d'images. Alors, en termes de couleurs, il y a des indispensables qu'il va vous falloir pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Ces couleurs, ce sont les couleurs de base, les couleurs primaires. Elles sont au nombre de 3. Vous avez le jaune, le magenta et le cyan. Alors, pour ça, je vais avoir le Power Yellow, qui est un jaune primaire, tout ce qu'il y a de plus simple et efficace.
Le laser magenta, voilà, que j'ai sous ce format-là ou en magenta chez AK. Et en cyan, alors c'est pas du vrai cyan, mais j'ai l'archaïque turquoise, qui est une couleur qui s'en rapproche énormément. Alors certains m'ont déjà fait la remarque de pourquoi j'ai des pots qui sont à l'envers dans le présentoir. C'est tout simplement mes pots qui arrivent sur leur fin de vie, donc j'ai moins de produits à l'intérieur. Donc afin de les préserver un petit peu, je les retourne pour faire en sorte d'avoir la peinture qui soit au bas, comme quand vous retournez votre pot de ketchup pour avoir la dernière goutte. Bah, c'est pareil ici, j'ai la dernière goutte qui est près de la pipette, ce qui fait que j'en gâche moins. Donc ces trois couleurs me permettent, en faisant des mélanges entre elles, cyan, magenta, jaune, me permettent, en faisant des mélanges, d'avoir accès à toutes les couleurs possibles et imaginables. En théorie, parce qu'en pratique, il y a certaines couleurs comme les turquoises, certains verts, certains rouges ou oranges qui sont plus difficiles à avoir. Donc c'est pour ça qu'on va ensuite chercher d'autres pots. Donc là j'ai ces trois couleurs, ce qui me permet, voilà, en faisant quelques mélanges, de pouvoir atteindre n'importe quelle couleur sur le cercle chromatique, ou presque. À ça bien sûr on rajoute du noir et du blanc, toujours utile, c'est pour ça que je les prends aussi en grand conditionnement, ça me permet d'être sûr d'en avoir beaucoup, en plus du fait qu'elles soient légèrement satinées, assez couvrantes. Donc ça c'est un petit peu les indispensables. Ensuite quand je construis ma palette, je vais aller chercher des couleurs qui sont difficiles à avoir en mélange, relou, genre les verts, c'est la couleur la plus facile du monde à mélanger, vous mélangez du bleu et du jaune, vous avez du vert, mais c'est toujours le moment où vous allez passer 1,5 tonne de peinture, parce que vous allez mettre trop de jaune, puis trop de bleu, puis trop de jaune, puis trop de bleu, donc vous gaspillez énormément de peinture pour faire du vert. D'où le fait que j'en ai un petit peu. Alors moi le vert c'est pas une couleur que j'ai énormément dans ma palette, par affinité pour le coup. Je vais pas avoir par exemple de vert sapin ou de vert de ce type là, c'est pas des verts que j'aime bien. Je vais avoir des verts naturels avec un medium olive green. Le medium olive green, un vert militaire classique, ce qui va me permettre de choper un peu toutes les teintes naturelles, d'herbes, etc. Pour les verts un peu plus flashy, j'ai un slime green, très saturé, très vert, beaucoup de jaune, très intense, et ce qui va me permettre de choper, en le mélangeant avec les différents bleus que je vais avoir, d'autres teintes de vert, et notamment aller vers les verts un peu plus foncés, un peu plus sapin, etc. Un laser yellow, parce que les jaunes c'est toujours délicat à mélanger, c'est des peintures que vous allez très vite polluer avec des pigments d'une autre couleur et qui peuvent très vite verdir ou devenir trop rouge ou orange. Ici c'est un jaune légèrement vert, cet aspect un petit peu laser, qui est parfait avec justement des verts très saturés pour faire des effets lumineux très intéressants. Donc c'est une couleur que j'aime bien aussi. Et le pendant de mon medium olive green, le golden olive green, qui est la version plus claire du medium olive. Pourquoi je le prends et pourquoi je mélange pas simplement un petit peu de blanc ou autre? Parce que si vous mélangez du blanc dans du vert, vous allez le griser, vous allez avoir quelque chose d'assez terne. Ici, on garde cette saturation, on garde cette intensité, mais on a un vert qui est plus lumineux, tout en étant toujours très vert et très intense. Voilà donc pour les verts. Et c'est encore une fois une palette que j'ai assez peu. Vous voyez, j'ai beaucoup plus de bleu, j'ai beaucoup plus de rouge, j'ai même des ocres et orangés qui sont en plus grande quantité que les verts. Pour les bleus, j'ai toute une variété de bleus qui va du bleu très clair au turquoise, donc à la limite avec le vert. Les turquoises, c'est des couleurs que je prends très vite quand je crée une palette, une collection de couleurs, parce que d'une, c'est une peinture que j'aime, c'est une teinte que j'aime beaucoup, parce que quand vous prenez du magenta et du turquoise, vous avez tout de suite un contraste très intéressant, et c'est une combinaison de couleurs que j'adore utiliser, et parce que c'est aussi une couleur qui est quasi impossible à avoir en mélange. Si vous mélangez du jaune et du bleu, vous allez avoir plein de variations de vert, mais avant de tomber sur le turquoise qu'il vous faut, vous allez voir que c'est très compliqué. Donc les deux, entre guillemets, trois turquoises que j'ai dans ma palette, c'est l'émeraude, qui est assez froid, assez vert, le mint green, qui est un petit peu plus chaud et plus clair, avec un côté très mentholé, et l'archaïque turquoise, qui est plus proche d'un cyan, mais je le recite à ce moment-là, puisqu'il s'appelle turquoise sur le pot, mais clairement on est plus proche d'un bleu cyan. Ensuite, j'ai rajouté récemment un dark blue. C'est un bleu roi classique qui se rapproche de l'ultramarine. C'est une couleur que j'avais pas avant dans ma palette et qui me faisait défaut. Quand je voulais vraiment un bleu, je retombais soit dans des bleus ternes, on y viendra juste après, soit dans des bleus dans lesquels on avait des teintes de jaune et qui verdissaient. Mais j'avais pas ce bleu roi intense qui permet de faire certains rendus comme sur de l'ultra, enfin des visuels assez classiques.
Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit dark blue qui me permet d'avoir ça. Pour le côté plus terne, c'est là qu'on rentre dans cette catégorie-là. C'est une catégorie que j'aime bien parce qu'elle me permet de travailler du coup des bleus un peu plus neutres, un peu plus éteints. C'est aussi une catégorie qui va permettre de travailler des ombres en les bleutant, en donnant un petit peu de, donc pour cette zone-là, en donnant un petit peu de profondeur aux couleurs. Et c'est aussi quelque chose qui va me permettre de travailler les noirs et tout ce qui est M&M métallique. Les deux grands favoris dans cette palette, c'est l'anthracite grey et le dark Prussian blue. Donc un gris bleu, assez terne, luminosité moyenne, pas très saturé, mais on sent quand même qu'il y a une bonne composante de bleu dedans, c'est vraiment un indispensable. Et le Dark Prussian Blue, c'est une peinture dans laquelle il y a énormément de pigments, elle est très saturée. Si vous en faites un aplat, elle est quasiment noire, mais si vous jouez avec des glacis, que vous la passez sur des surfaces plus claires, vous allez ressortir une saturation bleue très importante. Je l'utilise rarement en aplat, mais en glacis ou lavis, c'est une couleur que j'utilise très souvent, puisqu'elle me permet justement, comme je disais, de travailler des ombres, de pousser un petit peu de bleu ou d'enrichir certaines teintes. Et puis deux bleus clairs, le Pastel Blue, très saturé, presque qui tire vers le blanc, c'est un blanc cassé au bleu, mais qui reste très saturé. Très intéressant du coup pour faire des éclaircies, notamment par exemple pour contraster avec des bases qui seraient plus brunes ou plus chaudes, ça permet de monter des éclaircies plus froids pour faire un contraste de température. À l'opposé, on va avoir le Pale Blue qui lui boxe dans la même catégorie, on est sur une couleur qui est un tout petit peu moins lumineuse mais pas de beaucoup, mais elle est surtout beaucoup plus désaturée, beaucoup plus terne et va me servir à faire des éclaircies plus légers, moins tape à l'œil. Donc quand on veut faire des choses un peu plus discrètes ou sur des surfaces qui se veulent moins saturées, plus ternes, c'est un de mes must-have aussi, c'est une des couleurs que j'utilise très souvent. On passe au beige avec 4 teintes différentes, je les ai triées un petit peu ici. Une que j'utilise assez peu, à tel point que c'est pas impossible qu'elle finisse par être remplacée dans ma palette, mais c'est le Light Flesh. C'est une couleur que j'aimais bien, c'est un blanc cassé avec une légère teinte peau à l'intérieur, une légère teinte chair. Elle est vraiment très bien pour éclaircir des visages, des peaux, tout ça. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que mes éclaircies de visage, j'ai plutôt tendance à les travailler avec des mélanges d'icy yellow qui me rapportent un petit peu de jaune à l'intérieur, un petit peu de chaleur, et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, celle-ci, Light Flesh, c'est une très bonne peinture, mais je l'utilise de moins en moins, donc à voir si elle restera longtemps, parce que comme vous le voyez, une palette ça peut aussi évoluer un petit peu. Ice Yellow, c'est un must-have pour moi, donc c'est le pendant pour le coup du Pastel Blue. Autant le Pastel Blue, il est très clair, très saturé, mais très bleu, très froid. Lui, c'est tout l'inverse, très clair, très saturé, mais très jaune. Donc c'est un éclairci chaud, là où j'ai un éclairci froid ici. 2 nuances de beige, un Pale Sand et un Decomposed Flesh. Donc 2 couleurs assez saturées, assez chaudes, enfin assez saturées pour des beiges, on n'est pas sur des couleurs fluo, mais je veux dire il y a une bonne teinte de jaune, elles sont pas grisâtres. Une un peu moins claire, une plus claire, donc parfait pour faire tout ce qui est éclairci de beige, etc. Il y a une couleur qui me manque pas mal dans ma palette, que je pense à rajouter, c'est le Light Earth, qui est un peu l'équivalent du Pale Sand, mais en désaturé, en un peu plus terne. Elles sont très proches, donc à voir, mais peut-être que je pourrais remplacer mon Light Flesh par le Light Earth. Donc là, j'ai des couleurs chaudes et d'éclaircies, là des couleurs froides qui vont plutôt me servir à des ombres. En plus de ça, ici je vais avoir différents beiges, ici différents bleus. Sur la ligne du dessous, j'ai mes turquoises au vert et je vais ensuite passer à des teintes de rouge, violet, lit de vin. J'ai 4 violets d'abord, avec le magenta, parce qu'il faut toujours avoir du magenta. Le deep violet, assez relou à avoir en mélange, et pratique à utiliser. Voilà, c'est une couleur que j'aime bien. Elle sert à éclaircir du dark violet. Elle peut servir aussi à éclaircir des bleus, étonnamment, ça marche plutôt bien. À vous de tester. Juste à côté, j'ai le Dragon Blood. Le Dragon Blood, il a un petit peu la même caractéristique que le Dark Prussian Blue. C'est une couleur qui est assez foncée, mais qui est ultra pigmentée. Et elle va vous sortir un violet vraiment intense. Assez chaud, il y a pas mal de rouge dedans. Voilà, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. C'est une sorte de magenta saturé, mais foncé. Ça marche vraiment très bien. Juste à côté, j'ai son pendant, le King Purple. C'est la même chose, sauf qu'on va être sur un violet qui tire plutôt au bleu, donc vraiment ce violet profond. C'est presque l'équivalent du Dark Violet,
de chez Abteilung. D'ailleurs, depuis que je l'ai, j'utilise moins le Dark Violet. C'est presque son équivalent en couleur, mais avec la praticité du pot pipette et cette texture, cette dilution qu'on a chez AK. Donc ça, c'est 2 nouvelles teintes issues de la gamme Punch Color que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément. D'ailleurs, dans la Punch Color, j'en ai plusieurs. Le Slim, ici, c'est aussi une Punch Color, et j'ai le Sun Yellow qui est juste en dessous, qui est aussi une Punch Color. C'est une gamme qui est vraiment très très bien. Donc voilà, donc là c'est pour faire des teintes un peu violettes. Vous voyez que je fais un peu le tour du cercle chromatique en récupérant des peintures, des couleurs sur ce cercle qui sont soit très délicates à avoir en mélange, parce que je rappelle qu'avec les 3 couleurs que j'ai là, je peux faire n'importe quelle couleur en mélange, donc soit délicates, soit consommatrices, soit que j'utilise moins, soit des peintures qui ont des pigments particuliers, comme le Dark Potion Blue, le Dragon Blood et le King Purple, qui ont cette pigmentation intéressante à travailler. Donc une fois que j'ai fini mes violets, je vais avoir une ligne un peu chaude. Alors j'ai des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs d'éclaircie, des couleurs d'ombre, des couleurs un peu sable et des bleus. Voilà, ici sur cette première ligne. Sur la deuxième, j'ai une ligne qui va du vert au violet. Donc on a aussi ici un contraste avec tous ces verts turquoise qui s'opposent au magenta violet. Il y a une espèce de logique aussi qui se passe sur cette ligne. Et en dessous, on a une ligne très très chaude qui pourrait s'opposer un petit peu au-dessus. Alors il y a quelques exceptions. Ici, on a des couleurs qui sont assez chaudes, mais qui sont limite sur la ligne. En gros, si on prend toute cette ligne-là, on est plutôt sur des couleurs froides, alors que cette ligne-là et le début, là, on est plutôt sur des couleurs chaudes. Ce qui me permet de jouer aussi sur un contraste comme ça d'opposition entre des couleurs froides et des couleurs chaudes. Dans les couleurs chaudes, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un Sunny Skin Tone. Alors, j'ai des teintes de peau et des teintes d'ocre. Pas mal, jusque-là, on va dire, à peu près. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est brun, ocre, beige, c'est des couleurs qui sont particulièrement délicates à mélanger et longues pour retrouver exactement la même nuance. Donc tout ce qui est dans ces catégories-là, donc beige, ocre et brun, c'est systématiquement des mélanges des 3 couleurs primaires. Et il faut trouver le bon ratio entre les 3, rajouter plus ou moins de blanc à l'intérieur pour les éclaircir, etc. En faisant attention de ne pas les désaturer, donc il faut quand même garder pas mal de jaune, etc. Bref, c'est des teintes qui sont accessibles avec les 3 couleurs primaires, mais qui sont laborieuses et qui demandent du temps. Donc pour gagner du temps, j'ai souvent pas mal de beige et d'ocre sur mes palettes. C'est aussi, tout à l'heure, en début d'explication, on parlait de culture graphique, ça vient aussi de la culture graphique que j'ai, des illustrations de Frazetta, qui va beaucoup jouer là-dedans. J'aime aussi beaucoup les aquarelles, qui vont jouer avec ces teintes un peu ocre, quoi, un peu pastel, mais qui gardent quand même une chaleur importante. Donc, je reviens à mes ocres. Dans les ocres, je vais inclure les teintes de peau qui sont difficiles et reloues à teindre quand on les mélange. Le beige red, qui est ma teinte de base de peau principale, peut aussi servir à éclaircir des bruns et des rouges, mais c'est une couleur indispensable. Le Sunny Skin Tone, qui est une teinte de peau très très chaude, si on veut redonner un petit peu de chaleur et de vie à ces peaux, c'est assez important, c'est assez intéressant. C'est aussi une très très bonne couleur pour éclaircir des rouges. 2 couleurs qui vont bien ensemble aussi, l'ocre et le orange brown, moins saturé. Là, on est vraiment dans des teintes d'ocre qui me servent à faire de la rouille. C'est des bases aussi que j'utilise pour les M&M dorés avec l'ombre et la lumière. Voilà, ça commence à matcher sur mes 2 couleurs, mes 2 mid-tones pour mes M&M dorés. L'ocre, il est aussi très intéressant en glacis pour ramener un petit peu de chaleur, un petit peu de jaune dans une nuance. C'est plutôt cool. Donc, c'est 2 couleurs que j'aime bien. Le orange brown, par exemple, c'est une couleur que j'ai rajoutée il y a peu de temps dans ma palette parce que j'avais des ocres qui étaient plus ternes. Et l'orange brown, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un fluo non plus, mais il y a un peu plus de orange dedans et il est très sympa. C'est des couleurs qui servent aussi à faire les dernières teintes pour la rouille. Très très chouette. Ensuite, j'ai un jaune qui traîne là, le Volcanic Yellow. Pourquoi ? Parce que c'est un jaune très saturé mais un peu plus chaud qui arrive un petit peu dans ces jaunes orangés, un peu de flamme. J'ai pas de orange derrière parce que les oranges, je vais les choper en faisant des mélanges entre mon Power Yellow, mon Volcanic Yellow et mon Sun Red. J'ai peu de orange, parce que déjà d'une, c'est une couleur que j'utilise peu. Et en plus de ça, parce que quand je vais utiliser du bleu ou du turquoise, la complémentaire que je vais naturellement aller chercher, je vais plutôt aller vers du magenta que vers du orange. Donc c'est pour ça que je vais plutôt avoir des magentas que des oranges dans ma palette. Mais si j'ai besoin, j'ai quand même une corde à mon arc ici pour faire quelques mélanges et sortir un orange brown. Donc le Volcanic Yellow, essayez-le pour resaturer des jaunes, pour redonner un peu de peps, ou pour avoir une autre nuance de jaune qui tire un peu plus vers l'orangé. C'est un très très bon jaune. Ensuite, ici, j'ai un Medium Rust, brun orangé, légèrement rouge. On tire un peu vers une teinte qui pourrait être une teinte brique.
Pour faire du weathering, tout simplement, quand on fait de la figurine, pour travailler de la rouille, pour ombrer des dorés, bref, pour faire des cuirs aussi, ça peut être très intéressant, voire même simplement pour ombrer un petit peu des teintes de peau, ça marche très très bien aussi. Donc ce Medium Rust, c'est un petit peu l'intermédiaire que je vais avoir entre mes ocres et des bruns plus foncés, c'est un peu cette clé qui me permet d'avoir un entre-deux entre ces deux zones-là. Entre la zone qui est là et la zone qui est là, c'est un peu ma pierre angulaire. Les 3 teintes de rouille qu'on a chez Aka, elles sont très bien, mais comme j'ai un petit présentoir, je fais des choix. Et me forcer à faire des choix plutôt que de tout avoir, ça permet aussi de travailler avec des mélanges. Je préfère avoir une petite palette que tout. Ensuite, des rouges. Alors les rouges, pendant très longtemps, comme les verts, c'était des couleurs que j'avais assez peu sur ma palette. Mais il s'avère que depuis quelques années, principalement à cause de Grafouille, et de son diorama vampire, puis avec le fait d'avoir aussi une culture visuelle qui a changé un petit peu puisque je fais de plus en plus de Gundam, et c'est une culture graphique dans laquelle il y a énormément de rouge, et il s'avère que le rouge a pris un peu plus de place dans ma palette. C'est aussi une couleur qui est assez délicate à mélanger. Normalement le rouge c'est du mélange entre magenta et jaune, mais vous allez très vite vous apercevoir qu'en mélangeant du jaune et du magenta, vous n'arrivez pas à avoir toute la gamme de rouge, notamment les carmins, les vermillons, etc. C'est assez délicat et je passe encore après tout ce qui est Bordeaux et lit de vin. Mais voilà, c'est des couleurs un peu reloues à choper en mélange. Donc autant essayer au maximum d'avoir des teintes qui nous plaisent. En teintes que je trouve très intéressantes à travailler, que j'aime bien, j'en ai 2. Alors elles sont très très proches, mais honnêtement, j'arrive pas à les choisir, à faire le choix entre les deux, donc j'ai les deux. J'ai le Dirty Red et le Wine Red. Je dirais que le Wine Red est un poil plus violet que le Dirty Red. Et vous voyez déjà, même à l'écran, on a l'impression que c'est les mêmes. Le Wine Red est un poil plus foncé, le Dirty Red un poil plus clair. Il y a un poil plus de magenta là que là où on a un poil plus de bleu. Mais c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup, donc je les ai. Ça, c'est du kiff. Ensuite, j'ai un Matte Red qui est vraiment le rouge moyen de chez Aka, le classique. Il est presque un peu terne. Si je veux vraiment un rouge qui pète, je vais plutôt aller sur le Supernova Red qui est presque un peu froid. Celui-ci est un poil plus chaud, vous voyez, il y a un côté un poil plus orangé dedans. Mais surtout, il est très éteint. Donc si on veut un rouge qui claque pas, un rouge qui sait s'effacer un petit peu, le Matte Red, c'est la base. Toujours dans cette gamme un peu des rouges froids, comme le Supernova, mais celui-ci a une intensité que je trouve intéressante, c'est le Carmine. Carmine, celui-ci, il a une brillance. Alors brillance pas dans le sens, c'est pas une peinture qui brille, hein, elle reste mate à la fin, mais elle a une intensité que j'aime bien travailler. Quand j'ai plusieurs rouges à travailler sur la même figurine, j'aime bien jongler entre un rouge un peu plus chaud et un rouge un peu plus froid. Autant j'ai le Sun Red, qui est un must-have, j'y viens juste après, autant j'ai le Carmine en face qui me permet de faire le pendant un peu plus froid. Et donc le fameux Sun Red, c'est ce rouge chaud qui tire presque à l'orange, ce rouge vraiment solaire. Là aussi, c'est une couleur qui est ultra saturée. Vous pouvez l'utiliser en glacis pour redonner du peps à vos rouges ou ancrer vos jaunes pour les tirer vers l'orange. Donc quand vous avez des effets de flamme à faire, typiquement un Sun Red et un Volcanic Yellow, vous allez arriver à des effets visuels super intéressants en termes de rouge orangé. Donc ouais, c'est le rouge BA Blood Angel pur et dur quoi. Donc voilà pour les rouges. Là aussi, hein, ça s'oppose aux bleus qui vont être au-dessus, tac. Mais entre deux, j'ai l'intermédiaire avec le violet, qui est le mélange entre le rouge et le bleu. En fait, il y a une putain de logique sur la manière dont sont rangées mes peaux, je m'en étais jamais rendu compte. Je vais finir avec les couleurs mates qui sont en dessous. Là, on descend en saturation, on descend aussi en luminosité, du plus lumineux au plus sombre que j'ai sur ma palette, presque en ligne comme ça. Ici, je vais avoir les marrons, donc qui sont les versions sombres des ocres qui sont là, qui sont les mid-tones des pastels clairs qui sont là. Je vais commencer avec le Dark Rust, un marron moyen, ni trop saturé ni pas assez, vraiment juste le milieu. C'est peut-être un pot que je vais changer aussi. Je l'ai ajouté dans ma palette au départ parce que c'est la version foncée du Medium Rust, mais finalement je l'utilise assez peu. C'est aussi une couleur qui peut servir pour faire des cuirs, des bases marrons, enfin c'est vraiment le brun de base quoi. Mais il a tendance à désaturer un petit peu, à être un peu terne en séchant. Et j'aime bien le Deep Brown aussi, qui est une couleur que j'ai pas mal testée et qui a ce côté un peu plus saturé, un peu plus marron classique, un peu marron moyen, alors qu'ici on part sur un marron un peu plus dessat, un peu plus naturel. Donc j'hésite un petit peu à le changer parce que d'un côté j'aime bien les palettes un peu dessat, un peu naturelles, avec ces teintes un peu réalistes, mais le Deep Brown a ce côté marron un peu fantasy pour faire ce qui est cuir, bottes, etc. qui est assez sympa. Juste à côté, en parlant de réaliste et de désaturé, le Dark Mud, du brun marron dessat de base,
le marron classique pour faire un truc naturel désaturé, en foutre partout, c'est nickel. Ensuite, on va avoir le Hull Red. Le Hull Red, c'est un brun rouge. On pourrait même dire que c'est un rouge mais foncé. C'est un marron dans lequel il y a énormément de rouge qui reste très chaud avec une saturation intense. C'est une couleur que j'utilise par exemple en base sous la peau ou sous les dorés ou sous les rouges. C'est vraiment une couleur un petit peu passe-partout qui est très intéressante. Elle va aussi servir à faire du weathering, faire du chipping. Elle répond aussi très très bien au vert quand vous avez envie de faire des ombres sur du vert, ça marche bien. Voilà, une couleur que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup. Ça fait partie de mes must-have. Je referai un point sur les must-have. Redskin Shadow, c'est un ajout récent aussi à ma palette. C'est presque un Hull Red. Pendant un moment, il a remplacé le Hull Red sur ma palette, mais j'aime trop le Hull Red. Il est un poil plus foncé que le Hull Red, ce qui peut être intéressant. Il est encore un poil plus saturé aussi. Donc on a peut-être entre ces deux-là, au même titre que je disais tout à l'heure, entre le Dark Rust et le Deep Brown, on retrouve un petit peu le même combat entre le Hull Red qui a cette teinte un peu plus naturelle et celui-ci qui a cette teinte un peu plus fantasy, un peu plus Pepsi. Mais c'est une couleur très très sympa. Et Redskin Shadow, comme son nom l'indique, c'est aussi une couleur étant très chargée en rouge et en pigments, en saturation. C'est une couleur qui est aussi très intéressante pour ombrer les visages, pour tout ce qui est peau, même pour faire des peaux black. Quand on part sur du Tenebrous Grey, du Redskin Shadow et qu'on remonte avec du beige red en éclaircie, on a une très belle palette pour faire des peaux très sombres. Et donc le dernier, le pot le plus foncé que j'ai juste avant l'Infinite Black qui est là, c'est le Tenebrous Grey, qui est un noir gris-violet. C'est un violet désaturé très très sombre, à la limite du noir, et c'est la couleur que j'utilise le plus en termes d'ombrage, quasiment sur toutes les zones de ma figurine. Le noir lui servant juste en fait de rehausse entre guillemets, de points pour aller encore plus profondément dans le noir et dans l'ombre. Celui-ci c'est vraiment ton ombrage classique, et là c'est quand tu veux liner, aller plus loin et poser le contraste encore un peu plus. Donc must-have aussi. Et puis dernière couleur, une couleur assez importante finalement. Par exemple, j'en ai pas sur ma palette mais des gris. Un gris classique, mélange blanc-noir. J'ai pas de nuances de gris sur ma palette parce que ça je vais les faire directement en les mélangeant, et la plupart du temps je vais plutôt utiliser des gris colorés, donc tout ce qui est gris-bleu ou sable chaud, mais je vais pas utiliser de gris neutre, ou en tout cas très très rarement, sauf le graphite grey, encore que c'est pas un gris neutre parce qu'il y a du jaune dedans, c'est un gris chaud, et je l'ai par praticité. Ça me permet de gagner du temps sur mes mélanges. C'est quand j'utilise un gris neutre moyen, c'est la couleur que j'utilise, je le réchauffe toujours un petit peu. Pourquoi ? Parce que comme je vais utiliser souvent des bleus dans mes ombres, j'ai besoin d'une base ou d'un éclairci qui est un petit peu plus chaud pour contraster. Et donc plutôt que de le refaire systématiquement en mélange, j'ai le graphite grey à l'intérieur. Voilà. Pour finir, un peu des hors-série, mais je vais avoir la palette de mes 4 métalliques qui me servent du coup dans la fantasy, dans les figurines fantasy à faire, en réaliste aussi, en historique, on va pas faire du M&M, on va plutôt utiliser ces teintes-là. Et donc là, je vais avoir mes 4 couleurs principales pour faire les principaux métaux. Pour le doré, j'utilise du brass. C'est vraiment le doré fantasy classique, l'équivalent du Stormcast Gold chez Games. Donc pour faire des Aquila, des épaulettes, des Stormcast, tout ce qui est doré à la Games, le brass, c'est la vie. J'ai sa version argent, assez foncée, avec le gunmetal, simple, réaliste, efficace. Gunmetal, c'est la vie. Et le natural steel, qui a un côté plus silver, plus argenté, un peu plus clair, voilà, qui peut me servir d'éclaircie pour le gunmetal, mais qui peut me servir aussi pour faire des éclaircies plus lumineux. Et pour finir, le silver de chez Aka, qui lui me sert en fait de blanc pour les métalliques. C'est une couleur que je vais utiliser pour faire des éclaircies, ou que je vais mélanger avec les autres pour créer des dégradés, ou nature pour créer des points de lumière sur mes métaux et créer les brillances. Du coup, mes dorés, c'est les bases que je vais utiliser, sur lesquelles je vais souvent utiliser un lavis coloré pour enrichir un peu la couleur, puis rééclaircir avec un petit peu de silver au même titre que si c'était du blanc. Sur ça, on va rajouter des couleurs. Alors, au studio, on a plein de pots, de plein de couleurs un peu partout, puis on peut aller en récupérer. J'ai aussi sur mon bureau un petit présentoir avec d'autres couleurs, mais c'est des couleurs que j'utilise vraiment de manière anecdotique. Par exemple, quand un client a un schéma de couleurs spécifique. J'ai par exemple AlphaCast pour ses Black Templars qui me demande d'utiliser du Balthazar Gold et du Old Gold parce que c'est sa recette pour ses dorés sur ses Black Templars. Donc dans un but de cohésion avec le reste de son armée, je vais reprendre les mêmes couleurs pour réussir à arriver sur le même truc. Je peux aussi avoir
certaines teintes que j'utilise de manière anecdotique sur un projet en particulier ou quand j'ai besoin de faire une couleur mais que je fais très rarement. Par exemple les oranges, on a vu que j'en avais peu, mais avoir un deep orange quelque part, ça permet d'avoir une base. Si un jour je dois faire, je sais pas, une armée de Votann en orange, et ben à ce moment-là je peux aller chercher un orange, puisque faire toute l'armée en mélangeant deux couleurs c'est un petit peu relou. Donc libre à vous aussi de nuancer cette palette en fonction de vos projets et des armées que vous avez à faire. Il y a peut-être des couleurs, déjà juste là dans une palette que j'utilise tout le temps, je vous ai dit celle-ci il y a de très grandes chances qu'elle saute, j'hésite à remplacer aussi celle-ci, donc vous voyez que rapidement il y a déjà là 2 slots qui peuvent se libérer, et donc fonction de vos appétences particulières ou de vos projets spécifiques, vous pouvez très bien remplacer quelques teintes. Moi c'est ce que j'utilise, encore une fois c'est pas ça qui vous fera peindre mieux, même si vous voyez qu'il y a une certaine logique qui pourrait être intéressante, en tout cas des archétypes pour lesquels vous devez essayer de garder des cordes à votre arc pour avoir un peu de polyvalence, mais des clairs chauds, des clairs froids, des bleus avec cette saturation ou ce côté gris, des couleurs froides, des couleurs chaudes. Vous voyez, avoir cette variation qui vous permet en fait de créer vos contrastes en allant chercher rapidement des couleurs opposées ou de choper rapidement une peinture que vous pourriez faire facilement avec vos mélanges, parce que je vous rappelle que si vous voulez peindre, vous avez besoin que de ça. Avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste plus long et plus chiant. Voilà. Donc après, à vous de trouver votre équilibre et les couleurs que vous préférez là-dedans. Je vous ai dit mes must-have, ceux que malgré tout ce que je peux vous dire, à dire oui, mais faites attention, prenez en fonction de ce que vous faites aussi, il y a quand même des couleurs que... Tu vois, il y a des couleurs qui peuvent sauter de ma palette. Donc le flèche, le medium rust, peut-être un des 2 magenta, objectivement, j'ai pas besoin des 2. Donc il y a quelques slots qui peuvent se libérer, mais il y en a qui ne bougeront pas. Mes indispensables, les trucs qui seront vissés là au présentoir et que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, depuis que j'utilise la gamme AK et que j'utilise tout le temps. Ice Yellow, indispensable. Pale Blue, indispensable. Anthracite Grey, indispensable. Dark Prussian Blue, indispensable aussi. Ténébrous Grey, Slime Green, Sun Yellow, Beige Red, Hull Red et Natural Steel et Brass. Ça vous fait presque de quoi faire n'importe quoi en fantasy. Voilà, en sachant qu'avec cette palette-là, avec de l'expérience, j'arrive à faire 90% des couleurs que je souhaite faire sans avoir besoin d'aller chercher un autre pot. Et je peux avoir des figurines avec des rendus visuels très très différents. Donc ça après c'est une autre facette, ça c'est la palette, c'est mes outils. Et après il y a qu'est-ce que j'en fais et quelle capacité j'ai avec la diversité de couleurs que j'ai. Et donc le choix aussi découle un petit peu de ça pour réussir à faire différents types de rendus et différents types de visuels. Est-ce que j'arrive à faire du réaliste, du grim, du flashy, etc. etc. Mais avec cette palette de couleurs, on peut aussi bien faire un petit cavalier comme ça, avec la même palette de couleurs, bien qu'il y ait du vert dedans. En vrai, on n'est pas loin, c'est à peu près les mêmes teintes, c'est simplement qu'elles sont pas réparties de la même manière. Mais ici, on a une ambiance un peu plus Frazetta, et donc vous voyez qu'on peut complètement switcher d'ambiance. On a un côté un peu plus terne aussi, un peu moins saturé. Toujours la même palette, très très sombre, très très chaud. On n'est pas dans la même ambiance visuelle. On est aussi beaucoup plus sombre, moins lumineux, une ambiance plus nuit. 3 figurines de jeu plus classiques, avec des couleurs plus saturées, plus flashy, beaucoup plus traditionnelles. Et vous voyez qu'avec les mêmes couleurs que celles que j'ai sur mes présentoirs, on arrive à avoir des choses, encore une fois, très très différentes en termes de rendu graphique. Là, on est sur les rouges que je vous ai montrés sur la palette, au même titre que ces mêmes rouges, on va les retrouver dans les cuirs qui sont ici, ou dans les ombres de la peau qui sont là, ou dans les ombres tout court sur certaines zones de la figurine. Toujours même palette, ici on a un rendu réaliste, historique. Voilà, là on vise plus de l'ultra-réalisme, voilà, avec des weathering, des textures. Mais ce sont toujours les mêmes couleurs. On va retrouver du Hull Red, on va retrouver du Medium Rust. Voilà, c'est les différentes couleurs. Le Ténébrous Grey sur les arêtes. Vous voyez, c'est les couleurs que j'ai utilisées, que je vous ai montrées dans ma palette. L'idée, c'est de vous dire qu'avec ces mêmes peintures, on peut peindre plein de trucs différents. Pour les vernis, j'utilise quoi? Pour les vernis, j'utilise les vernis AK. Les 2 que j'utilise le plus, c'est l'Ultra Mat, qui a un rendu ultra mat. C'est ce qui va permettre d'avoir ce genre de rendu très très sec, très très naturel. Et j'utilise le mat, qui a un rendu à peu près comme ça, un peu plus satiné finalement.
Malgré son nom, il a ce côté qui ressemble un peu plus à ce qu'on attend des peintures citadelles, ce côté légèrement satiné. Après, il existe le vernis satin qui a un rendu plus glossy. Je vais l'utiliser dans des circonstances particulières, le satin, mais pas tout le temps. Et après, il y a le gloss qui, lui, est intéressant quand tu fais des surfaces ultra brillantes. Je les utilise principalement à l'aérographe, les vernis, ou au pinceau pour retoucher juste certaines zones et donner des effets spéciaux. C'est pas indispensable de vernir ses figues, mais ça a différents intérêts. Je pense que j'ai tout dit sur la palette de couleurs, donc vous avez plus qu'à vous lancer. Voilà, ceux qui veulent la même, j'ai donné toutes les refs, mais vous traumatisez pas, encore une fois, c'est pour répondre à une question qu'on me pose très souvent. Ça peut peut-être vous donner des idées ou vous débloquer, vous rassurer sur certains trucs. Je veux dire, un gris-bleu qui soit un poil plus foncé ou un poil plus clair, ça changera pas grand-chose tant que vous avez de la variété qui vous permet de jongler et que vous trouvez vos propres repères et vos propres affinités. Mais voilà, créez votre palette et surtout, peut-être encore plus important, créez-vous cette bibliothèque de références visuelles, créez-vous une culture visuelle, c'est de ça que tout le reste partira.